À l'ère industrielle, toute activité laisse des traces. Elles sont bien connues, ce sont les déchets. En fait, toute production ou toute consommation d'énergie entraîne la formation de déchets. Lorsqu'ils étaient organiques, et surtout lorsqu'il y en avait peu, la nature savait les effacer. Mieux encore, elle les récupérait. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est rassasiée des déchets de l'homme. Les cendres, les fumées, les ordures ménagères, les plastiques non dégradables s'accumulent. La planète déborde de nos saletés. Et pourtant, nous avons besoin de toujours plus d'énergie. Donc, il nous faudra brûler plus de charbon, plus de pétrole, donc faire plus de fumée, à moins que l'énergie atomique ne rompe le cercle infernal. Car la matière nucléaire se consume sans flamme et sans fumée. L'air atomique serait-elle propre? Mais peut-être cache-t-elle des déchets plus pernicieux encore, invisibles et indestructibles. La puissance atomique, c'est bien connu, a deux visages. Le premier inquiète, le voici, c'est l'arme atomique. Le second est pacifique. Il offre l'énergie de la matière. Il permet l'âge d'or de l'électricité. Il mène à la construction des centrales nucléaires. Mais soudain, que se passe-t-il? L'atome pacifique est à son tour contesté. Le 10 mai 1971, à Fessenheim, plusieurs centaines de personnes manifestent. Le 10 juillet 1971, à Bugey, cette fois-ci, où une centrale doit être construite, un comité de défense réunit plus de 10 000 manifestants en colère. Ils protestent contre la menace que la centrale, selon eux, fait peser sur la santé des populations, et notamment sur leur capital génétique, c'est-à-dire sur leur hérédité. Aux États-Unis, où le mouvement d'opposition a pris une ampleur nationale, les comités de défense se multiplient. À la fin de l'année 1970, ils obtenaient l'annulation de la construction de 10 centrales et provoquaient de graves retards pour la mise en route de 50 autres. Le développement du programme nucléaire américain est en cause. À l'heure où la construction des centrales nucléaires se généralise, tout le monde ne ressent pas cette nouvelle peur atomique. C'est apparemment le cas des habitants de Saint-Laurent-des-Eaux, petit village des bords de la Loire, où sont implantées les deux principales centrales nucléaires françaises. Vous êtes le maire d'une commune sur laquelle il y a une centrale nucléaire depuis quelques années. Est-ce que c'était difficile, cette implantation? Cette implantation a posé des problèmes, c'est certain. Avec vos administrés? À mes administrés. Et depuis que la centrale fonctionne, est-ce qu'il y a des inquiétudes nouvelles? Ah non. Depuis que la centrale fonctionne, il n'y a plus d'inquiétude sur le village. On en trouve paradoxalement dans les environs à une certaine distance, parce que dans un souci de sécurité, l'EDF fait faire des prélèvements et fait des relevés à quelques kilomètres aux alentours. Alors c'est la sécurité qui inquiète. Presque. La sécurité, oui. Si les habitants de Saint-Laurent-des-Eaux sont rassurés, il en va peut-être autrement dans d'autres municipalités. C'est pourquoi l'EDF reçoit aujourd'hui une centaine de représentants de ces municipalités. Monsieur le maire de Gien, vous avez posé une question. Certaines personnes... Au programme de la journée, il y a certes la visite des installations de Saint-Laurent-des-Eaux, mais aussi un déjeuner-débat au cours duquel les joies de la convivialité et aussi la discussion avec les représentants de l'EDF devraient effacer les malentendus éventuels. 90%. Et ce que nous pourrions aujourd'hui équiper... Quel embêtement, quel ennui nous pouvons avoir. Vous avez pu voir ce matin à Saint-Laurent les précautions qui sont prises. Ce qui inquiète surtout les convives, c'est que le mal atomique, les radiations, sont pour eux un mal inconnu. Nous devrions dire un mal mystérieux, et c'est cela sans doute qui explique le malaise.
Mais pour un spécialiste comme le docteur Jamet, les effets des radiations sont maintenant bien connus. Il nous les explique. Les radiations se comportent, par exemple, vis-à-vis de la peau, comme se comporte tout agent agresseur extérieur. Ce n'est pas les radiations qui font que la peau réagit d'une certaine façon, c'est que la peau ne sait réagir que d'une seule façon. Si vous allez au soleil sur une plage, la peau rougit et ensuite elle pèle, elle desquame. Si vous soumettez la même peau à l'action des radiations ionisantes, eh bien elle rougira et puis si la dose est suffisamment élevée, elle desquamera. Et il n'y a pas de différence de nature. Ça, ce n'est pas un mal mystérieux. Non. Mais alors, en matière d'irradiation, je crois qu'il y a un problème, c'est celui de la sommation. C'est-à-dire que notre organisme, chaque fois qu'il reçoit une dose d'irradiation, il la conserve en quelque sorte, et toutes les doses qu'il va recevoir ensuite vont s'ajouter. Et que finalement, même en prenant que de petites doses chaque fois, au bout de toute une vie, ça fait peut-être une grosse dose. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un danger à long terme? Et même si on dépasse le temps d'une génération, est-ce qu'à travers l'hérédité, il n'y a pas un danger pour les générations futures, même si les doses actuellement sont faibles? Pour les radiations ionisantes, il n'y a pas toujours sommation. Dans l'immense majorité des cas, il y a au contraire restauration. C'est-à-dire qu'une cellule qui a été irradiée restaure les dégâts qui ont pu être commis. Elle les répare elle-même très bien. Et un organisme vivant irradié récupère. C'est ça le cas général. Et l'exception, c'est la non-récupération. Alors il ne faut pas transformer l'exception en règle. Les seules choses que nous risquons d'envoyer dans l'atmosphère, ce sont des effluents. Les gens de Dampierre, c'est la seule question qui les préoccupe surtout. Sur le foncier, ça provoque quand même une certaine influence. Qu'avant, ces terrains-là trouvaient facilement preneurs, étant donné que la région était une région tout à fait tranquille, à tout point de vue. Et les gens, n'est-ce pas, ils venaient s'y détendre. Ils venaient chercher le calme et ça les a un petit peu dérangés, voyez-vous, et ils abandonnent leur projet. Oui, effectivement, l'opinion semble actuellement fort inquiète des inconvénients que peuvent représenter nos centrales nucléaires. On peut s'expliquer difficilement cette réaction actuellement, puisqu'actuellement nous sommes très maîtres du problème. Comme les conseillers municipaux, nous avons, nous aussi, interrogé les représentants de l'EDF. Ils ne sont plus au restaurant, mais dans la centrale elle-même, dans la salle de contrôle. Une pile atomique, c'est un petit peu une bombe atomique ralentie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'explosion, par exemple? Absolument pas. C'est absolument impossible. C'est impossible. Absolument impossible, oui, pour la raison suivante, que je vais essayer de vous traduire brièvement. C'est que dans un réacteur nucléaire, on emploie du combustible, un uranium, dont la teneur en matière fissile est très faible. Elle est de l'ordre de 0,7% pour l'uranium naturel, de 3 à 4% pour l'uranium légèrement enrichi, qui est utilisé dans les réacteurs à eau légère, par exemple. Alors que pour une bombe, on fait appel à de l'uranium à peu près 100%, enfin, pratiquement pur. Ici même, à Saint-Laurent-des-Eaux, je crois qu'il y a quelque temps, il y a eu un accident. Certains barreaux de combustible ont fondu, il y a eu des contaminations. On peut en parler. Dire qu'il y a eu des contaminations, non, le mot n'est pas exact. Il y a eu contamination à l'intérieur du circuit primaire, qui est une enceinte, justement, chargée de préserver l'extérieur vis-à-vis de cette possibilité de contamination. Les températures extrêmement élevées et les fortes pressions qui règnent au cœur du réacteur, ainsi que l'incroyable enchevêtrement de la tuyauterie, nous laissent facilement imaginer qu'un accident est toujours possible. D'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, un rapport américain avait estimé que l'accident maximum qui puisse résulter de la plus grande malchance possible, du plus mauvais concours de circonstances, pourrait tuer 3400 personnes, en blesser 40 000 autres et exiger l'évacuation de près d'un demi-million d'individus. Le rapport ajoutait, il est vrai, que cette éventualité catastrophique était aussi peu probable que l'écrasement d'un avion de ligne un dimanche après-midi dans un stade occupé par 80 000 spectateurs. Et dans les faits, il faut reconnaître que dans la vie des centrales nucléaires, aucun incident n'a encore fait de victime.
Mais la fission de l'uranium dans le cœur du réacteur aboutit à la formation de plus de 200 produits de fission, tous fortement radioactifs. Alors, sans même qu'il y ait d'accident ou d'incident, on peut toujours craindre qu'une fuite ou qu'un défaut d'étanchéité n'amène la centrale à polluer son environnement. En effet, on le sait, les produits radioactifs sont indestructibles. Chacun a une durée de vie qui lui est propre, pendant laquelle sa radioactivité reste constante, quoi que l'on puisse faire. Elle tombe ensuite de moitié, pour une durée tout aussi longue, et ainsi de suite. Cette unité de temps qui régit la vie d'un corps radioactif est appelée la période. Pour certains corps, elle n'est que de quelques secondes, et le danger disparaît donc très vite. Pour d'autres, elle s'étend sur plusieurs dizaines d'années, et constitue alors un véritable problème, un véritable danger. À la centrale de Saint-Laurent où vous êtes aujourd'hui, on peut dire que pratiquement il ne sort pas de produits de fission. Il n'y a que des produits d'activation du gaz carbonique qui sert à refroidir les éléments combustibles. Ces produits d'activation sont essentiellement l'argon, à l'argon qui a une période de 1h30. Donc vous voyez une période courte et que si il peut produire une légère augmentation de la radioactivité à l'extérieur, ne peut absolument pas s'accumuler. Vous avez parlé des centrales du type de Saint-Laurent-des-Eaux. Mais dans l'avenir, les centrales seront surtout du type à eau légère. Alors à ce moment-là, quels sont les gaz qui s'échappent? À ce moment-là, dans les centrales à eau légère, effectivement, il y a des gaz de fission qui sont essentiellement des gaz rares, c'est-à-dire des gaz chimiquement inertes qui ne risquent pas de pénétrer, de se fixer dans l'organisme et qui donc ne présentent qu'un risque d'irradiation externe. On parle souvent du tritium. On parle du tritium, effectivement. Le tritium présente une particularité, c'est que, d'abord, sa période est longue. Donc, à la différence de beaucoup d'autres produits radioactifs, il peut poser, à long terme, un problème d'accumulation. Autre particularité, c'est un isotope de l'hydrogène, donc chimiquement analogue à l'hydrogène, et le tritium qui va se former va se combiner avec l'eau et il ne sera pas possible par des procédés chimiques classiques d'épurer le tritium présent dans l'eau. Donc à ce titre, le tritium présente une particularité gênante. Oui, mais alors ce tritium, ce produit finalement impiégeable, on s'en débarrasse actuellement d'une façon, disons, très simple, on le jette dans la rivière. Oui, mais il faut être bien conscient que la nuisance du tritium est très faible. Mais tout de même, on a estimé, je crois, qu'en l'an 2000, avec, selon les programmes prévus, il y aurait, du fait du tritium, plus de 96 millions de curies dans l'air. Est-ce que ce n'est pas beaucoup tout de même? Oui, les Américains ont fait des études, effectivement, en se basant sur des hypothèses optimistes de production, de développement de la production nucléaire. Et on arrive à des quantités de curie importantes. Mais attention, le curie ne signifie rien. Ce qu'il faut voir, c'est l'effet sur le corps humain, et cet effet se traduit, vous le savez, en millirèmes. Eh bien, ces mêmes études ont montré qu'en l'an 2000, les doses dues tant au tritium qu'à d'autres corps à vie longue étaient inférieures au millirème. Le millirème, inférieur au millirème. Inférieur au millirème. Je situerais ça, par exemple, par rapport à la dose que je reçois, moi, du fait que je porte une montre avec un cadran lumineux, c'est-à-dire un cadran sur lequel il y a une peinture au radium, et qui entraîne pour moi, chaque année, de l'ordre de 5 millirèmes. 5 fois plus que l'irradiation que l'on peut attendre en l'an 2000, de la généralisation du programme nucléaire. Exactement. Mais la centrale laisse échapper un autre polluant, immatériel celui-là, c'est la chaleur. Pour une calorie transformée en électricité, 2 restent sous forme de chaleur et sont rejetés à la rivière dont la température s'élève. Cela est très gênant, pour les autres usines tout d'abord, et aussi lorsque par exemple cela provoque la prolifération du plancton qui alors consomme l'oxygène de l'eau du fleuve. Elle peut aussi perturber les mœurs des poissons, notamment en période de frai. Ce problème n'est pas spécifique des centrales nucléaires, il est commun à toutes les centrales, qu'elles soient classiques ou nucléaires, et nous protestons, nous d'ailleurs, à Électricité de France, contre ce vocabulaire pollution thermique, car en fait, dans bien des cas,
l'élévation de température de la rivière peut être un élément favorable. Ça peut être un élément pour dégeler des canaux, pour faciliter la navigation en période de grand froid. Et par conséquent, déclarer que c'est une pollution me paraît un jugement assez rapide. Il est exact qu'en été, quand la température de l'eau est élevée, on peut craindre là que ça prenne le caractère d'une gêne. Ce problème ne nous a pas échappé. Nous l'étudions depuis 1961 à la centrale de Montreux. Nous avons créé un laboratoire d'hydrobiologie qui permet de fabriquer artificiellement des climats aquatiques avec beaucoup de précision, au dixième de degré centigrade près. Cette élévation de température est-elle très importante? Elle peut atteindre, dans les conditions les plus défavorables et dans l'état actuel de nos installations, 7 degrés. Le remède existe. C'est la tour de refroidissement. Mais ces tours coûtent cher et peuvent quelquefois dénaturer le paysage, surtout si l'on retient certains projets de près de 170 mètres de haut. On peut donc craindre que bientôt, les rivières ne soient saturées et que les centrales nucléaires ne puissent trouver asile qu'au bord de l'océan. Il faut aussi voir plus loin et penser que les centrales vieillissent. On prévoit pour elles une durée de vie d'au moins 20 années, après lesquelles il faudra les stopper. Mais, même au repos, certaines parties resteront actives, ou plus exactement radioactives. Pendant des années, pendant des dizaines d'années, elles resteront de grandioses monuments interdits, témoins de la puissance et de la faiblesse de l'homme devant les forces de la matière. Au-delà de l'an 2000, ces ruines du XXe siècle risquent d'être très nombreuses. Selon vous, quelle est la plus gênante, quelle est la plus polluante, la centrale nucléaire ou la centrale classique? Alors, je suis personnellement convaincu que la plus agréable du point de vue du voisinage, c'est la centrale nucléaire. Je suis conseiller municipal dans un petit pays où j'ai une maison secondaire. Et j'avoue que si j'avais un choix à faire, je prendrais la centrale nucléaire. Oui, en tant que citoyen, moi je dirais que je suis sensibilisé sur ces problèmes de pollution de notre environnement auxquels nous assistons tous. Mais je suis convaincu que l'énergie nucléaire est le seul remède envisageable pour la production d'énergie propre. Et si vous deviez accueillir demain non pas une centrale nucléaire, mais une centrale classique à charbon, qu'est-ce que vous préférez? Une centrale à charbon nous paraîtrait peut-être, maintenant que nous sommes habitués à la proximité de la centrale nucléaire, une forme un peu archaïque où elle entraînerait certainement des transports de matériaux par voie ferrée, des fumées ou autres inconvénients que nous n'avons absolument pas avec la centrale nucléaire. Il n'y a vraiment aucun problème pour les centrales nucléaires. On peut dire que les centrales nucléaires, c'est actuellement la façon de faire de l'électricité sans pollution. Ça, il faut bien le savoir. D'autre part, il sort de ces centrales nucléaires, quand on les recharge, par exemple, des combustibles irradiés. Ces combustibles irradiés sont traités. Alors, les usines qui traitent les combustibles irradiés, elles ont des rejets. C'est vers l'une de ces léproseries nucléaires que roule cet étrange camion. Son chargement, de l'uranium extrêmement radioactif. Il vient d'une centrale. Tout est prévu, le camion peut en percuter un autre tombé de 15 mètres, ou même être ravagé par les flammes. Le chargement, lui, résistera. Le château, c'est ainsi que l'on appelle le container, arrive à l'usine de retraitement. Nous sommes à La Hague, près de Cherbourg. C'est là que sont pris en charge tous les éléments actifs engendrés par le programme nucléaire français. Ici, le béton est roi. La Hague est une usine forteresse. Mais là, le danger n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur, derrière ces murs épais. En effet, la chaîne de fabrication, qui permettra entre autres de récupérer le plutonium et de conditionner les déchets dangereux, est extrêmement radioactive. Cette usine géante est prévue pour faire face aux besoins de l'ensemble de la production du programme atomique européen de la prochaine décennie. Et cette cheminée, que représente-t-elle? N'est-elle pas la fuite, la brèche inévitable par laquelle se déversent dans l'atmosphère les dangers de l'atome pacifique? Cette cheminée ne dégage pas de fumée.
parce qu'aussi bien elle rejette de l'air et de l'air filtré. Dans cet air filtré, il faut être conscient qu'il y a quelques gaz radioactifs, mais nous les contrôlons, en particulier l'iode est contrôlé par le lait. Vous n'avez jamais remarqué tout de même quelquefois quelques pointes de radioactivité dans l'atmosphère de la région? Nous avons observé des pointes de radioactivité dans les précipitations atmosphériques, en particulier au cours des explosions aériennes, en particulier chinoises. Et nous avons pu très bien détecter cette pointe de radioactivité, mais elle n'était pas due au centre de La Hague. Rien de local et rien de pacifique. L'usine de La Hague est comme un malade contagieux, sans arrêt surveillé, sans arrêt contrôlé. Que la moindre fuite soit décelée et les équipes d'intervention installent sur les lieux l'étrange campement que voici. L'alerte est passée, reste à vérifier que les pompiers de l'atome ne sont pas eux-mêmes contaminés. Mais que faire des déchets? Des plus simples comme ces vêtements, ces gants et tout ce petit matériel de tissu et de plastique, jusqu'aux plus nocifs comme les concentrés liquides qui sont les résidus de la chaîne de traitement. Selon leur degré d'activité, ils sont soit jetés dans des fosses comme celle-ci, soit recueillis dans des bidons. Les déchets les plus actifs et surtout les plus durables sont enfermés, eux, dans des cercueils de béton. Liquides ou solides, la poubelle atomique n'en devient pas moins gigantesque. Alors, où faudra-t-il entreposer tout cela? La solution préconisée est celle des mines de sel, c'est-à-dire des endroits qui, géologiquement parlant, sont secs et qui permettent d'absorber des températures assez élevées, puisque ces corps radioactifs dégagent de la chaleur et que les mines de sel peuvent encaisser ce dégagement calorifique. Mais encore faut-il avoir ces mines de sel. Alors les États-Unis d'Amérique en disposent, en particulier la mine de Lyons au Texas, les Allemands, la mine d'Az, les Français en Europe, il n'y en a pas beaucoup, à part l'Allemagne. Par conséquent, cette solution de mine de sel, si elle était retenue, elle ne pourrait pas être, ça ne pourrait pas être une solution nationale, ce serait une solution à l'échelle de l'Europe. C'est vraiment la seule solution? Non, il y a d'autres solutions qui ont été étudiées, en particulier les enfouissements dans le sol à grande profondeur. Le procédé consiste à créer artificiellement des cavités souterraines, soit par de l'eau sous pression, soit par bombe atomique, puisque ça a été recherché en particulier en URSS. Il y a eu des essais, mais assez confidentiels, sur ce procédé. À La Hague, le terrain se prêterait assez bien à ce stockage. On a fait des études qui permettraient de stocker à environ 800 mètres de profondeur ces produits très radioactifs. En faisant des explosions nucléaires dans le sous-sol? Dans le sous-sol, oui. Une explosion atomique souterraine. L'atome guerrier au service de l'atome pacifique. Voilà, exactement, oui. Mais tout de même, vous ne faites pas simplement qu'engranger, conserver, garder. Vous rejetez des choses aussi. Dans la mer, par exemple. Oui. Et alors, une fois en mer, il n'y a pas de danger tout de même? Pour le moment, nous avons des autorisations de rejet qui correspondent à une norme internationale qui ont été acceptées par la majorité des pays. Et nous tenons systématiquement très en dessous de nos possibilités de rejet, à quelques pourcents de nos possibilités maximales de rejet. Longue de 5 km sous la mer, la canalisation déverse chaque heure, par 30 mètres de fond, de 20 à 50 mètres cubes d'eau suspecte. Il fallait être certain qu'il n'y avait pas là une menace pour les poissons et les crustacés, et pour la santé de ceux qui les pêchent et qui les mangent. Pour être sûr de la dispersion rapide des eaux contaminées, des études ont été faites, d'abord sur des maquettes, puis dans la mer elle-même, avec des colorants. Quant aux espèces vivantes qui peuplent les fonds marins dans ces régions,
elles sont étudiées et contrôlées en permanence. Pour les atomistes de La Hague, certaines d'entre elles sont de véritables enregistreurs infiniment plus sensibles que les appareils de mesure les plus subtils. Même les algues sont surveillées. Ainsi, il faut reconnaître qu'à proximité même des rejets, la côte de La Hague reste accueillante aussi bien pour les pêcheurs que pour les nageurs. Enfin, récemment, donc, il y a eu des manifestations aux États-Unis, en France, auprès des centrales nucléaires. Mais vous avez ici, à La Hague, peut-être finalement beaucoup plus de radioactivité. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes avec la population? Je crois que les problèmes se posent lorsque l'information est faite insuffisamment, lorsque l'on essaye de cacher quelque chose. Depuis le démarrage de l'usine, nous nous sommes efforcés d'informer les autorités locales responsables et même la population de ce qui se passait ici, de ce que nous traitions. Nous n'avons jamais caché nos nuisances radioactives, mais nous avons également fait part des contrôles que nous faisions et d'évolution de la radioactivité qui se passait dans l'environnement du centre. Je crois que les spécialistes s'entourent un peu trop de mystères, peut-être, n'ont pas fait assez d'informations à la portée du public. J'ai entendu dire beaucoup de fois à la radio et même à la télévision, une fois, un technicien dire « je ne peux pas m'expliquer parce que je ne peux pas faire de vulgarisation ». Et je crois que c'est une erreur. Il faut parler du danger radioactif, il ne faut pas le cacher, il existe et il faut l'informer dans des termes clairs le grand public. Et je pense qu'actuellement, nous avons évoqué les problèmes de déchets, nous avons résolu parce qu'ils sont à une échelle relativement faible, mais il ne faut pas se cacher, compte tenu du développement un peu explosif du programme électronucléaire dans le monde, que le problème des déchets deviendra extrêmement important vers 1980 et vers l'an 2000. Par conséquent, il faut y penser dès maintenant. Les experts avancent des chiffres. Selon eux, les déchets représenteront dans le monde, en 1980, 30 milliards de curies. Et 20 ans après, seulement, en l'an 2000, 400 milliards de curies. Selon eux, toujours, l'élément le plus gênant sera alors le plutonium, celui du moins que l'on n'a pas pu récupérer, car sa période est de 24 000 ans. En l'an 2000, il y en aura 10 tonnes. C'est pourquoi, aux Journées nucléaires de Genève, en 1971, le professeur Alvin Weinberg, du Laboratoire national de Oak Ridge aux USA, a-t-il proposé l'édification de parcs de l'énergie. Ces parcs, ces réserves nucléaires, comprendraient tout à la fois les centrales atomiques, l'usine de retraitement et le cimetière des déchets. Ces espaces réservés seraient internationaux et construits sur les côtes ou même sur des îles artificielles. Selon Alvin Weinberg, si l'on ne fait pas ces parcs nucléaires, les nations sans rivage seront bientôt condamnées, asphyxiées. Je suis fermement convaincu que s'il n'y a pas d'accords internationaux, les pays qui ne disposent pas de conditions climatiques, qui ne disposent pas de fleuves à grand débit ou de grandes étendues d'eau ou de côtes, seraient neutralisés dans leur programme électronucléaire avec les nouvelles normes qui vont être imposées. Et ce besoin est urgent? Est-ce qu'il faut se décider vite? Je crois qu'il faut se décider vite parce que, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, le programme électronucléaire se développe d'une façon exponentielle et que par conséquent, c'est dès maintenant qu'il faut rechercher ces sites et il n'y a pas tellement dans le monde. Dès 1975, il faudrait que les sites soient déjà répertoriés sur la map monde. D'ici 3 ans? D'ici 3 ans, je crois, oui. Et sinon? Eh bien sinon, nous risquons d'avoir une certaine anarchie. On aura localement, et peut-être à l'échelon national, des mouvements de défense qui risqueront, sinon d'arrêter, du moins de ralentir très gravement le programme électronucléaire. Les parcs de l'énergie ne sont pas encore une préoccupation pour nos convives. 3 ans, pour eux, c'est l'époque où leur centrale sera peut-être en construction. L'exemple de Saint-Laurent-des-Eaux les a sans doute rassurés, pour peu qu'à l'avenir on sache rester aussi vigilant qu'aujourd'hui. Et puis ils sont peut-être conscients qu'il n'y a pas de progrès sans une certaine gêne.
Il faut savoir choisir, et là le choix paraît simple. Si l'on pense que finalement une centrale à charbon de 1000 MW rejette chaque année 150 000 tonnes d'oxyde de soufre, 50 000 tonnes de gaz carbonique, elle rejette même du radium-226, un élément radioactif dont la période est de 1620 ans. Alors, une centrale nucléaire, pourquoi pas ?